Midi à l'écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Et voici les titres. Après les 17 morts sur la route de Kaffrine, le ministre des Transports terrestres est à Kaolack. Mansour Eliman Khan est au chevet des blessés de l'accident d'hier. Incendie de Mbebes quelques jours après ce drame. Les victimes attendent toujours l'aide que l'État leur avait promise. Opération de sécurisation à Dakar. La police démantèle 2 gangs de malfaiteurs qui opéraient dans plusieurs quartiers de Dakar et de la banlieue. Une dizaine d'agresseurs déférés au parquet. En politique, le front Manko Wattu Sénégal boycotte la rencontre du palais prévue cet après-midi. La société civile tente une médiation pour amener l'opposition à changer de position. Du côté de la majorité, on invite Manko Wattu Sénégal à plus de maturité et de responsabilité. Le tour du monde. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Les forces militaires de la CEDEAO présentes en Gambie seront réduites progressivement. La mesure concerne surtout la composante terrestre. D'après un communiqué de la MISEGA, il faut prendre en compte les conditions requises pour l'exercice effectif du pouvoir par Adama Barrow. En Centrafrique, des forces armées ougandaises sont accusées d'abus sexuels. Ce nouveau scandale a été révélé par une enquête de la BBC. Le journal de la Cannes, l'affaire de Soda Thiam. Bonjour Soda. Bonjour Antoine Diouf. Les détails, c'est vers 12h30, mais vous nous livrez le menu. À 24 heures des quarts de finale, Sénégal-Cameroun, pour commencer, les acteurs se livrent. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Le vice-capitaine des Lions du Sénégal, Serigne Modou Karambodj, s'est montré plutôt confiant. Vous aurez également la réaction du défenseur du Cameroun, Adolphe Teke, qui voue un grand respect du 11 au Sénégal. La clé de cette rencontre sera avec Amara Traoré, qui estime que la sérénité va faire gagner les Lions du Sénégal. Vous suivrez le reportage de Yves Antonio Egola. Aussi le médecin des étalons du Burkina sur les 2 attaquants blessés, Jonathan Pitroipa et Zongo. Souvenir de Cannes, ce sera avec Lamine Bouk, Antoine. Il y aura le journal de la Ziara avec Djeynaba Seydouba, mais avant cela, la chronique de Mahmoudou Ibra Kane et la presse du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le terrible accident d'hier, le ministre des Transports terrestres s'est rendu à Kaolack ce matin. Mansour Eliman Khan veut s'enquérir de l'état de santé des blessés évacués à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Nous y reviendrons. C'est une véritable hécatombe, ce qui s'est passé hier sur la route de Kaffrine. 17 morts dans un accident de la route, c'est énorme. Et le moment est venu pour le ministère des Transports terrestres de parler de sanctions pour arrêter les massacres sur nos routes. Pour sa part, l'Union des routiers du Sénégal reconnaît que le code de la route n'est toujours pas respecté. Il faut encore sensibiliser les conducteurs. Awambaye. La question de l'indiscipline des chauffeurs encore agitée avec le violent accident survenu hier sur la route de Kaffrine. Selon le directeur des transports terrestres, Cheikh Oumar Gueye, ce choc pouvait être évité. Ça nous fait un bilan de 17 morts, donc c'est une rare violence vraiment qu'on pouvait éviter, d'autant plus que c'est vraiment le comportement humain, l'indiscipline qui est incriminée. Il nous parle de l'état de la route, de l'état de véhicule, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est le comportement humain. Ce qui s'est passé hier, c'est un dépassement dangereux. Il faut des mesures radicales, des sanctions contre les fautifs, ajoute Cheikh Oumar Gueye. Un véhicule qui a l'autorisation de transporter 19 personnes, s'est retrouvé avec 29 personnes à bord, donc des gens qui sont sur les marchepieds et sur les porte-bagages. Donc il y a un problème qui se pose. Il faudra appliquer strictement ces sanctions-là qui sont prévues dans le code. Sans ça, avec le masque-là, avec cette tolérance-là, on ne pourra pas effectivement éradiquer ce phénomène. Les gens font ce qu'ils veulent sur les routes. Gora Houma parle plutôt de non-respect du code de la route. À propos de l'accident d'hier, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal ne veut pas parler d'indiscipline. Pour lui, c'était un acte involontaire. Je sais qu'il y a non-respect du code de la route. Mais je crois que les chauffeurs aussi n'ont pas fait sciemment. Puisque du moment que le chauffeur de transport en commun est décédé, le chauffeur du camion est à l'hôpital, entre la vie et la mort, je crois qu'ils n'ont pas fait sciemment. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se fait comme ça. En tout cas, moi, je dis qu'il y a non-respect du code de la route et le code doit être respecté. Ça, c'est la première des choses.
Il faut continuer à sensibiliser parce que des sanctions, il y en a toujours eu. Je n'ai jamais eu la paresse de pouvoir communiquer avec les gens pour le reste de l'école. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir diminuer les accidents. Face à ces accidents qui coûtent la vie à de nombreux Sénégalais, le ministère des Transports terrestres interpelle tout le monde, y compris les usagers qui ne doivent pas eux aussi subir l'indiscipline des chauffeurs. À Wambaye, il y a quelques jours, quand l'incendie de Mbebes avait fait des morts et depuis lors, les victimes attendent l'aide de l'État. Jusqu'en ce moment, il n'y a pas de nouvelles des personnes portées disparues. Le reportage d'Isidore Alexandre Sen avant la fin de cette édition. Silakunda est heureux, normal, parce que cette localité de Sédhiou vient d'étraîner un poste de santé bien équipé, ce qui va aider les populations à mieux se soigner. À Silakunda, les problèmes de consultation néonatale, les accouchements et les hospitalisations étaient des casse-têtes. Max Euclide Kamfani. C'est donc un ouf de soulagement pour ces populations de Silakunda et environ. Plus question pour ces dernières d'affronter vents et marées pour accéder à des soins de qualité et à tout moment. Enfin, on peut dire que c'est un ouf de soulagement. Puis la situation que nous vivons auparavant, on peut dire qu'il y a de l'émergence. Je m'appelle Alim Baldé. Toute la population locale est très contente de l'implantation de ce poste de santé-là. Pour eux, c'est incroyable. Tu pouvais prendre ici un malade à vélo jusqu'à Djanemalari, 35 km. Fini ces longues distances, surtout pour les femmes qui avaient de la peine à se déplacer en cas d'urgence. Binta Djamanka et Badjonugo de cette localité. Nous n'avions qu'une case de santé. Maintenant, nous pouvons nous soigner sans grande difficulté. C'était difficile et on pouvait même mourir en cours de route parce qu'on n'a pas de bonne route pour l'évacuation. Nous, les femmes, nous pouvons aller tranquillement au poste de santé et même quand nos enfants sont malades. Un poste de santé entièrement construit par les populations locales avec l'appui de leurs parents émigrés. Mais pour son fonctionnement, il a fallu l'intervention d'Amref Health Africa qui a fourni l'équipement nécessaire. Dr Sila Cham assure la direction régionale en Afrique de l'Ouest. Nous avons accepté dans le cadre de nos activités à appuyer ce poste de santé, à équiper ce poste de santé-là pour que les populations n'aient plus besoin d'aller jusqu'à d'autres villages, jusqu'à Diaroumé, jusqu'à d'autres postes, le poste de Sédhiou dont on a parlé, pouvoir avoir accès à des soins. D'autant plus qu'il y a une trentaine de villages que le poste de santé couvre. Malgré cet important équipement permettant un accès facile aux soins, ces populations souhaitent une dotation d'ambulance pour l'évacuation pratique des cas critiques. Max Euclide, Kamfani Sédhiou, RFM. Il est 12h08. Vous suivez le grand journal en direct du studio 1 de la radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Procès du sapeur-pompier Chérif Ndao. L'audience ouverte ce matin au palais de justice. Le doyen des juges Semou Diouf avait envoyé à la barre 7 éléments des sapeurs-pompiers. L'affaire remonte au mois de décembre 2013 lorsqu'elle a éclaté. La thèse d'une mort naturelle était avancée, mais l'enquête approfondie avait permis de relever que Chérif Ndao est mort des suites de contusions musculaires diffuses par coups et blessures compliquées. C'est ce qu'avait attesté l'autopsie. Une dizaine d'agresseurs déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et recel. Ces individus ont été arrêtés par la police, précisément par la brigade de lutte contre la criminalité entre le 6 janvier et le 19 janvier. Dans un communiqué de presse du bureau des relations publiques de la police, il s'agit de 2 gangs qui opéraient à Kermassar, Grand Yoff, Anne-Marie, Sacré-Cœur ou dans les SICAP Liberté. En fait, ces malfaiteurs repéraient des cibles sur lesquelles les scooteristes fonçaient pour les arracher sacs ou portables. Ils arrivaient aussi qu'ils agressent physiquement de paisibles citoyens pour les dépouiller de tout objet précieux si ce n'est de l'argent. En politique, parlons du processus électoral. La rencontre prévue cet après-midi entre le président Macky Sall avec les partis politiques qui va se dérouler donc sans le Front Manko Wattu Sénégal.
C'est parce que l'opposition a tout simplement décidé de boycotter et pour sauver la situation, des médiateurs de la société civile sont entrés en action pour que l'opposition change d'attitude. Anna Rocha. C'est depuis hier même que des membres de la société civile s'activent pour que le front de l'opposition revienne sur sa décision de boycott. Les non-alignés, pour leur part, sont dubitatifs quant à la bonne foi du président Macky Sall. Le chef de l'État a lui-même violé ou remis en cause, pour reprendre l'expression de notre interlocuteur, le premier principe du dialogue politique, à savoir la concertation. Notre source, sans rentrer dans les détails, déplore le fait que certains accords issus des premières discussions aient été modifiés sans le consentement de l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Mais les non-alignés ne perdent pas de vue que c'est bien l'État qui organise les élections. Il reste donc un interlocuteur incontournable. Par conséquent, le pôle des non-alignés souhaite que tout le monde revienne à la table des négociations. À défaut, le processus électoral serait fortement menacé, ce qui n'est pas envisageable pour une partie de la classe politique. Manko Watou Sénégal est dans le clair-obscur pour le moment. Les leaders de l'opposition vont s'expliquer cet après-midi lors d'une conférence de presse. Anna Rocha, la majorité déplore ce boycott de l'opposition et Zahrayan Thiam invite le Front Manko Watou Sénégal à plus de maturité et de responsabilité. D'après la responsable apériste, cette décision de l'opposition n'aura aucun impact sur le processus électoral. Zahrayan Thiam avec Anna Rocha. Nous le déplorons parce que nous savons que dans la majeure partie des pays du monde, de la sous-région notamment, ce sont ces situations de blocage qui peuvent conduire à une instabilité. Nous appelons l'opposition à beaucoup plus de maturité, à beaucoup plus de responsabilité, parce qu'il ne sert à rien de vouloir régler des intérêts individuels sur le dos des populations. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de manque de transparence dans le processus électoral. On ne peut pas également parler de mauvaise foi dans les actes qui sont en train d'être posés, que ce soit par le ministère de l'Intérieur ou à un plus haut niveau par Monsieur le Président de la République. Les dialogues entre les acteurs politiques doivent se faire à travers les différents pôles que nous avons en tant qu'acteurs, que ce soit de la majorité, de l'opposition, des non-alignés ou des indépendants. L'opposition ne peut pas vouloir faire un dialogue direct avec le chef de l'État. Cela ne nous paraît pas une bonne posture, mais nous espérons qu'avec cet esprit de dialogue, de dépassement du chef de l'État, on arrivera à trouver les bonnes formules pour que tous les acteurs puissent se retrouver de manière consensuelle autour de l'essentiel pour l'intérêt exclusif des Sénégalais. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Cette information que nous venons d'avoir, Bara Gueye, Maguette Gueye, Doudou Ndiaye Gueye, tous pêcheurs d'une même famille, ils sont blessés par balle par des gardes-côtes mauritaniens. Ils pêchaient de façon illégale dans les eaux territoriales de la Mauritanie. Mohamed Nabissila, notre correspondant à Saint-Louis. 3 pêcheurs sénégalais, Bara Gueye, Maguette Gueye et Doudou Ndiaye Gueye, tous de la même famille, ont été touchés par balle par les gardes-côtes de la Mauritanie. Les 3 pêcheurs faisaient partie d'un équipage qui opérait dans une zone située en territoire voisin, non loin de la frontière maritime. Ils sont tous admis à l'hôpital régional de Saint-Louis, tout à l'heure où ils suivent des soins intensifs. Bara Gueye serait le plus touché car les médecins ont du mal à extraire la balle selon des proches du jeune pêcheur. Quant à Maguette et Doudou Ndiaye Gueye, ils ont été blessés à la cuisse et à la jambe et leur cas présente moins de danger selon les responsables des pêcheurs. Des incidents de ce type sont devenus récurrents et beaucoup de jeunes pêcheurs jouent à cache-cache avec les gardes-côtes de la Mauritanie qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu devant l'entêtement des pêcheurs sénégalais qui poursuivent leur activité même dans les zones interdites. Les autorités sénégalaises sont alertées. La situation dangereuse est due à la souffrance des licences de pêche marquées par le non-renouvellement des accords de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. La Gambie d'abord, Sornanata, une réduction des forces de la CEDEAO
est prévue. Une réduction qui se fera de façon progressive. Antoine, c'est une décision de la MICEGA, mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie. Selon un communiqué, le retour en Gambie de Adama Barrow et la visite du commandant de la force dont les points stratégiques du pays ont rendu cette action possible. La réduction des forces concerne essentiellement la composante terrestre. Toutefois, les troupes aériennes et navales sont aussi concernées, mais à des degrés moindres. L'objectif de ce réaménagement est de permettre de mieux prendre en compte les conditions requises pour l'exercice effectif du pouvoir par Adama Barrow. Au Tchad, Idriss Déby a démis de ses fonctions le ministre des Finances et du Budget. On ignore encore les raisons du limogeage. Mbogo Ngabo Seli avait été nommé en août 2016. Il est aussi le deuxième ministre du gouvernement tchadien à être démis de ses fonctions après celui des mines, de la géologie et des carrières, et c'était en décembre dernier. En Centrafrique, un autre scandale sexuel secoue le pays. Cette fois-ci, ce sont des forces ougandaises qui sont accusées. Elles auraient commis des viols et exploité sexuellement des filles. Un scandale révélé par la BBC. L'Ouganda a plus de 2000 soldats en Centrafrique, des militaires qui recherchent un chef rebelle et des membres de son mouvement, l'armée de résistance du Seigneur, qui ont massacré des milliers de personnes, aussi bien en Centrafrique qu'en Ouganda. Les informations fournies par la BBC proviendraient des Nations Unies, de dirigeants locaux et certaines des victimes présumées. L'enquête a suscité plusieurs réactions en Ouganda et en Centrafrique. Les autorités ougandaises ont rejeté toutes ces accusations. Burundi, depuis quelques jours, on assiste à plusieurs arrestations dans l'armée. En début de semaine, ce sont un major et un lieutenant qui ont été arrêtés. Des tirs ont été entendus en début de semaine près d'un camp militaire dans une province de l'Est. Selon des habitants de la localité, le camp a été visé par une attaque rebelle, une version que rejette le porte-parole de l'armée. Après ces événements, 16 soldats ont été arrêtés. Le service de la communication de l'armée ajoute qu'il y a eu vol d'armes dans le camp en question et des complices ont été interpellés. Certains militaires parlent de complots ourdis par des soldats plus en service. La Somalie, une nouvelle attaque des Shebabs a visé une base de l'Union africaine. Il s'agit d'un assaut mené par des combattants du groupe terroriste Shebab. Et ces combattants déclarent avoir tué des dizaines de soldats kenyans. Selon Reuters, les assaillants auraient forcé l'entrée de la base avec 2 voitures piégées conduites par des kamikazes. Un responsable du mouvement déclare que ces éléments ont pu s'emparer de véhicules et divers équipements militaires. De son côté, l'armée kenyane a démenti le bilan et a affirmé avoir repoussé l'attaque et avoir tué un grand nombre de Shebab. Pour le porte-parole, il s'agit juste d'une propagande, Antoine. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. RFM, la chronique du jour. La panne de l'appareil de radiothérapie du cancer à l'hôpital Aristide Le Dantec, une négligence coupable, Mahmoud Bakan. La politique n'a de sens que si elle s'acquitte de sa mission fondamentale, la gestion, la bonne gestion des affaires de la cité. En d'autres termes, la politique n'a de raison d'être que si elle satisfait les besoins de la population. Autrement dit, elle trahit sa mission pour emprunter les sentiers de la mauvaise politique en se revêtant du manteau de la médiocrité. La panne du si sensible, si vital appareil de radiothérapie du service de cancérologie de l'Institut Marie Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar est un exemple parfait de la mauvaise politique. Voici une machine acquise déjà en seconde main en 1989, il y a 28 ans donc, qu'on laisse mourir de sa belle mort, une mort enrobée dans un bel euphémisme de cessation d'activité, alors que c'est cette machine qui sauvait des vies, celle des malades du cancer, à qui elle donnait l'espoir que le cancer n'est pas une fatalité. Cette panne est de nature à ruiner toute une politique de lutte contre le cancer. Que nous dit le comité de gestion de la radiothérapie dirigé par le directeur général de la santé et composé de cancérologues, d'experts en tout genre et des représentants des associations des malades, bref, de tout ce qu'il faut comme compétence pour que ce qui s'est passé soit évitable? Dans un communiqué, le dit comité dit ceci: l'État du Sénégal a mobilisé dans son budget les ressources nécessaires, 3,6 milliards
pour le remplacement de cet appareil en procédure d'urgence. Par ailleurs, l'acquisition au courant de l'année 2017 de 2 autres appareils de radiothérapie pour l'hôpital d'Al Diam est en cours. Fin de citation. Procédure d'urgence, dites-vous, médecin après la mort, sans doute. Pour 3 pauvres milliards 600 millions, près d'un millième du budget national, 3360 milliards, on se rend coupable de négligence vis-à-vis de pauvres malades. Le Dantec, l'hôpital des pauvres. 2 circonstances aggravantes du délit de non-assistance à personne en danger. Ce qui vient de se passer à l'hôpital Aristide Le Dantec, alors que le comité de gestion de l'appareil parle de procédure d'urgence pour procéder à son remplacement, est à l'image des services d'urgence de nos hôpitaux. La panne de l'appareil de radiothérapie du cancer de Le Dantec rappelle étrangement la panne survenue en 2013 à l'usine d'eau de Keur-Momarsar et qui avait privé du liquide précieux toute une population pendant plusieurs semaines. L'eau et la santé étant vitales, question de vie ou de mort, l'inexistence de solutions de rechange à portée de main, autrement appelé plan B, est incompréhensible. Autant les services de Madame le ministre de la Santé, Eva Marie Colsec, elle-même montée au front, ont fait preuve d'un grand professionnalisme dans le combat contre Ebola, à titre d'exemple, autant cette fois-ci, les mêmes services s'illustrent par un laxisme aussi ahurissant qu'impardonnable. Une fois ça passe, 2 fois ça lasse, 3 fois ça casse. Faites en sorte qu'il n'y ait pas une 3e fois qui ne peut être que mortelle. Le président Macky Sall, qui dit avoir comme principal adversaire le parti de la demande sociale, a là une bonne occasion, pour ne pas dire intérêt, à s'attaquer à l'autre PDS. Mahmoud Djibril Kane, ne nous quittez pas. Parlez-nous du procès de Barthélémy Diaz, les dessous politiques dans le dossier judiciaire. Au début, la vieille rivalité PS-PDS. L'affaire de la mort de Ndiaga Diouf qui vaut à Barthélémy Diaz un procès devant le tribunal de grande instance de Dakar pour coups mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes est une autre illustration de faire de la politique dans ce qu'elle a de plus abominable. On ignore si le jeune maire socialiste est coupable ou innocent, à la justice de le dire, mais d'ores et déjà on sait que cette affaire, à l'époque des faits, était un nouvel épisode du mortal combat entre le PS et le PDS. Souvenons-nous de l'assassinat du juge constitutionnel Babacar Sèye en pleine attente des résultats des élections législatives de 1996, âprement disputées entre les 2 partis adverses. Ndiaga Diouf, décrit comme un nervi du PDS, paix à son âme, n'a-t-il pas été tué, lui aussi, à la veille de l'élection présidentielle de 2012, qui a vu le Parti libéral perdre le pouvoir? Il est vrai que le procès de l'affaire Ndiaga Diouf se tient dans un contexte où le principal acteur, Diaz Fils, est paradoxalement en conflit ouvert avec son propre parti, solide allié du président Macky Sall, mais il n'en demeure pas moins que Maître Babacar Sèye et Ndiaga Diouf ont été sacrifiés sur l'autel de la vieille rivalité PDS-PS. Cette manière mortelle de faire de la politique doit être révolue. En plus, si la volonté de l'État est de promouvoir la justice en toute impartialité, il ne doit pas oublier que des crimes ou délits attribués à tort ou à raison à d'autres personnalités communément appelées VIP attendent jugement. Ne pas aller jusqu'au bout de cette logique en s'arrêtant au seul Barthélémy Diaz accréditerait la thèse d'une justice sélective. Ce serait une pire forme de justice, doublée d'une pire forme de politique. C'était la chronique du vendredi, signée Mahmoud Djibril Kane. Merci. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Grave accident de la circulation sur la route de Koungheul. 16 personnes périssent, regrette en manchette le journal LAS. Un monde s'effondre à Kaffrine, lance la tribune. L'horreur amadianaine racontée par le journal L'Observateur qui note que c'est un camion citerne qui écrase et traîne un minicar sur 50 mètres. En première page, le visage insoutenable du reste du minicar dépiécé en 3 sous le camion citerne. 16 morts sous le coup, dont 5 femmes. Entre minicar
minicar déchiqueté et corps coincé sous le camion. Une victime trouve la force de se confesser au reporter du journal. Le véhicule minicar, dit le jeune homme, assure régulièrement la liaison Tamba-Missira pour les besoins du marché hebdomadaire. La veille de l'accident, le conducteur avait fait escale à Bentenke où il a passé la nuit avant d'embarquer le maximum de passagers. Le jour du drame, il est 7 heures lorsque le chauffeur met le moteur en marche direction le marché hebdomadaire de Missira avec à son bord des passagers dont la plupart sont originaires du village. Arrivé à hauteur de ce village de Badiané, l'un des pneus du véhicule éclate soudainement. Le véhicule roule à vive allure, panique à bord, le chauffeur ne contrôle plus le volant. En face, un camion citerne malien arrive à vive allure. Les coups de volant dans le vent et les cris des passagers apeurés n'y feront rien. La collision est parfaite. Un choc d'une violence telle qu'une dizaine de personnes meurent sur le coup, d'autres succombent des suites de leurs blessures. Vu la violence du drame, raconte toujours cette victime, les sapeurs-pompiers ont été contraints de couper en deux le minicar pour pouvoir extraire les corps coincés à l'intérieur. J'ai perdu, dit encore ce jeune homme, 11 parents, tous originaires du même village, dont 2 frères. Gambi, Barrow est rentré chez lui hier, liesse populaire à Banjul. L'extase s'exclama une, le journal Enquête qui publie la photo du nouveau président tout blanc vêtu, large sourire au milieu d'une foule acquise. Dans l'Observateur, Barrow, un héros sur une voiture décapotable, bras levés au vent, bain de foule. Cahier de retour au pays natal, le quotidien relève que le nouveau président de la Gambie a été convoyé par l'armée sénégalaise et protégé par le GIGN. Sucré salé du quotidien relève qu'Adama Barrow retourne sur ses terres après un exil forcé à Dakar de quelques semaines. Le président le plus puissant sur le bout de terre levé au cœur du Sénégal. Après 22 ans de règne à jamais traumatisant, les Gambiens ont enfin de peace and love après la fin de la dictature. Un air d'espoir accompagne cette nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays qui est le prolongement du Sénégal. We have a dream. Nous avons fait un rêve. Un écho au fameux I have a dream. J'ai fait un rêve de Martin Luther King. Pendant ce temps, le sort de Yaya Jammeh semble se sceller lentement mais sûrement. 2 de ses proches arrêtés. Selon Libération, il s'agit du général Bora Koli, le chef des Djangoulars, sorte d'escadron de la mort. Il a été intercepté en Casamance par les forces de la CEDEAO. L'ancien ministre de l'Intérieur de Jammeh, quant à lui, Ousmane Sonko, est tombé en sus. Par ailleurs, sur une Libération, le FBI a ouvert une enquête sur 2 mystérieuses disparitions de citoyens américains en Gambie sous l'ère du dictateur. Le 16 du mois prochain, on chiffre, mais retenez-le bien, il est important, très important pour Barthélémy Diaz, puisque c'est ce jour-là que sera scellé son sort dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. L'affaire a été mise en délibéré au 16 février, donc. Hier, rappelle Vox Populi, il y a eu une longue confrontation entre les avocats d'Enervi et le procureur et le juge. Les avocats de la défense parlent de procès de la honte possible et procès des doutes. Titre de l'Observateur, les avocats de Barthélémy s'attaquent au procureur. Et puis Sport CAN 2017 Sénégal-Cameroun, c'est ce samedi en quart de finale. Mamadou Niang, l'ancien international sénégalais, averti dans l'Observateur, la bataille du milieu aura lieu. Par ailleurs, selon Niang, le plus grand adversaire du Sénégal, c'est lui-même. Bonne nuit à tous. RFM, la météo. Un temps ensoleillé va prédominer sur le pays au cours des prochaines 24 heures. Une hausse des températures sera notée sur l'ensemble du pays, notamment sur les régions sud, avec des maximums qui vont varier entre 33 degrés à Podor et 40 à Ziguinchor. À Dakar, le temps sera plutôt clément. La fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie sur une bonne partie du territoire, principalement sur les régions nord où les températures maximales ou minimales,